nous avons mis en place un format qui permet aux membres du gouvernement de venir parler directement avec la presse pour améliorer la communication du gouvernement. C'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de faire une autre conférence de presse, que nous allons le faire avec pratiquement tous les membres du gouvernement pour qu'il y ait des contacts plus étroits avec la presse nationale et internationale. Le contexte de ces derniers jours, et notamment suite au Conseil extraordinaire des ministres, il y a une loi d'amnistie qui est très importante, qui marque un tournant décisif dans l'évolution de la politique du président du Conseil militaire de transition et du gouvernement, politique qui vise à apaiser le climat politique et qui cherche à réconcilier les Tchadiens et qui cherche surtout à mettre fin aux conflits armés récurrents dans notre pays. Ce serait une équation importante puisque nous avons aussi le privilège d'avoir le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, de faire le point sur le processus de dialogue national qui est mis en place et qui pourra éclairer la presse sur l'évolution de ce dialogue qui est en préparation. C'est d'autant plus important que tous les 3 membres du gouvernement ici présents sont membres du comité d'organisation du dialogue national inclusif, le docteur Abdoulaye Sabre et moi-même, et le ministre d'État et le président de ce comité d'organisation. Donc, sans plus tarder, monsieur le ministre d'État, je vous laisse la parole pour une introduction et après je passerai la parole au docteur Abdoulaye Sabre s'il a aussi une introduction, et on donnera la parole aux journalistes pour que des questions soient posées. Monsieur le ministre d'État, je vous passe la parole pour un mot introductif. Je vous remercie. En introduction, peut-être je vais répondre à une question qui n'est pas encore posée. Où en est-on? Donc, au jour d'aujourd'hui, par rapport au dialogue, le comité d'organisation est dans la phase de compilation des rapports des consultations locales qui ont été faites dans les régions et dans certains pays où nos compatriotes se trouvent à l'étranger. Compilation qui sera finalisée cette semaine. La phase suivante sera de proposer un calendrier pour la tenue de dialogue avec les modalités qui vont avec. Évidemment, il y a lié à la question du calendrier celle des mouvements politico-militaires inclus dans le dialogue national. Et là, le processus est dans la phase de préparer ce que ces mouvements ont demandé, à savoir un pré-dialogue à l'étranger avant de s'intégrer dans le processus national. Nous ne maîtrisons pas ces calendriers parce que ça dépend de beaucoup d'éléments, y compris les éventuels pays hôtes et le degré d'organisation interne de ce mouvement eux-mêmes. Mais en tout le cas, le mouvement est en cours. Pour ce qui est de la transition en général, donc tout cela, c'est la première phase. La transition a 3 temps. La première phase, c'est la préparation du dialogue, dans laquelle nous sommes dans la période finale. La deuxième phase, après le dialogue, donc l'application des résolutions qui sortiront de ces dialogues et la mise en place des outils et instruments nécessaires. Et la troisième phase finale, la préparation des élections. Donc pour ce qui est du calendrier, grosso modo, malgré le retard administratif, financier aussi, pratique, politique et autres, grosso modo, jusqu'à présent, c'est tenable. Mais évidemment, comme a dit le président du Conseil militaire de transition dans une interview, la vitesse de réalisation dépendra de la volonté politique
des Tchadiens d'abord, de tous les acteurs, et de l'efficacité de l'accompagnement de nos partenaires africains internationaux. Merci, Monsieur le ministre. Comme introduction, je dirais simplement que depuis le 20 avril et la mise en place du CMT, les dialogues entre les Tchadiens et les Tchadiennes ont en réalité déjà commencé. Et cela est attesté par plusieurs événements. La mise en place d'un gouvernement inclusif, la création du CODNI, celle du CTS et les Tchadiens qui ne se parlaient pas entre eux jusqu'au 20 avril, ils ont commencé à discuter dans les différents cadres, y compris les membres des groupes politico-militaires qui sont installés à l'étranger depuis des années, voire des décennies. Et l'aboutissement de ces contacts noués par les différentes structures chargées du dialogue et de la réconciliation, ce sont les 2 projets de loi qui ont été adoptés hier par le Conseil des ministres et qui enclenchent les processus d'une amnistie générale. Vous avez suivi le compte rendu du Conseil des ministres et comme mon collègue en charge de la communication l'a dit, c'est un événement majeur dans la quête d'un consensus. C'est la création des conditions idéales pour que les Tchadiens puissent parler, puissent dialoguer, puissent solder le passé et jeter les bases d'un Tchad nouveau. C'est un peu le message qui a été délivré hier par le président du Conseil militaire de transition. Pour se réconcilier, pour dialoguer, il faut d'abord rétablir la confiance. Et pour rétablir la confiance, il faut que les hautes autorités joignent les actes à la parole. Et c'est ce qui a été fait, c'est inédit, c'est important pour être signalé. Donc, le dialogue a commencé. Il va se terminer avec l'organisation dans les semaines, les mois à venir, on va dire d'un grand dialogue formel qui est censé déboucher sur des résolutions qui vont permettre au Tchad de franchir un nouveau palier dans la quête de la démocratie et de l'unité nationale. Le gouvernement est mobilisé, est engagé dans cette voie de manière irréversible et le président du Conseil militaire de transition tiendra ses engagements, déboucher sur une vraie réconciliation entre les filles et les fils du Tchad. Et nous sommes tous dans cette voie-là. La première préoccupation est relative à la tenue du calendrier d'organisation du dialogue national inclusif. Il y a quelques semaines, le président du Conseil militaire de transition, répondant aux questions de notre confrère, d'un de nos confrères de RFI, disait que le timing était bon. Notre ministre, dont le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement aussi, il y a cela quelques jours, répondant justement à l'un de nos confrères, toujours de RFI, avait soulevé le problème de l'apport des partenaires, qui était l'une des conditions sine qua non pour la tenue de ces dialogues-là. Et tout à l'heure, le ministre d'État vient de dire que le calendrier était tenable. Moi, la seule question que je voudrais poser, si les partenaires, les pays amis, qui se sont positionnés pour apporter leur contribution,
Et à entendre le ministre de la Communication la dernière fois, ça ne tombe pas encore. La promesse n'a pas été tenue, mais si jusqu'à une date indiquée pour la tenue de ce dialogue-là, ces contributions n'arrivent pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'acheminer vers la prolongation déjà de la date de la tenue de ce dialogue national inclusif de facto? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'acheminer vers la prolongation même de la transition? Nous avons l'horizon de 18 mois depuis le début de la transition. Bon, ce n'est pas une date à un jour près, mais c'est un cap. L'engagement du Conseil militaire et du gouvernement, c'est de tenir ce cap. Maintenant, dans les conditions de réalisation, effectivement, il y a des facteurs qui facilitent, il y a des facteurs qui retardent, mais qu'il faudra gérer. Mais il n'est pas question pour nous, en tant qu'État souverain, de dire si les promesses d'aide extérieure ne viennent pas, alors nous allons saborder notre processus. Avec ou sans moyens, avec ou sans difficultés politiques, nous avons une responsabilité nationale de réaliser cet engagement que nous avons pris d'abord vis-à-vis de notre population avant de parler de l'extérieur. Mais effectivement, il y a des difficultés. L'apport par rapport à nos partenaires, la première difficulté, ce n'est pas la question de soutien financier et matériel, c'était la question politique. Vous vous souvenez qu'on a perdu plusieurs semaines au début pour savoir est-ce que ce qui s'est passé au Tchad, c'était un complot militaire pour un coup d'État, il faut condamner le Tchad ou pas. On a perdu presque 1 mois et demi ou 2 mois. Au niveau du Parlement européen, jusqu'à il y a 1 mois, ils en parlaient encore. Nous avons essayé de répondre à une situation et il a fallu longtemps pour que les gens comprennent déjà la nécessité d'aller dans... Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, au Parlement européen, au Sénat américain, des choses comme ça, il y a des débats de ce genre. Évidemment, sur le plan de l'accompagnement, aussi, nous avons eu des engagements très fermes dès le départ de l'Union africaine, de l'Union européenne, des Nations unies pour nous accompagner. Mais au jour d'aujourd'hui, jusqu'à présent, nous sommes encore dans la phase des annonces, à part le chèque de à peu près 170 millions de francs CFA que nous ont donné les amis chinois, et encore c'est une aide ponctuelle. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas engrangé 1 centime de qui que ce soit. Il y a des facteurs, même administratifs. Vous savez, dans les organisations internationales, il y a des fonds d'urgence. Mais nous sommes rendus compte que même ces fonds d'urgence, en fait, ils sont très difficilement mobilisables dans l'urgence, ne serait-ce que pour des raisons de procédure. Donc tout ça, ce sont des facteurs de ralentissement. Et il y a des facteurs de ralentissement internes aussi. Vous savez, le gouvernement a été formé le 2 mai, à peine nommé. C'était un jeudi. 2 jours après, le samedi, il y avait une manifestation non autorisée demandant la chute du gouvernement. Jusqu'à présent, il y a des compatriotes qui sont dans une posture que le conseil militaire est illégal, donc le gouvernement qui en est issu est illégal, donc le processus de dialogue qui en est suivi aussi est illégal, etc. Bon, ce sont des compatriotes, ils ont le droit d'exprimer leur point de vue, mais il faut comprendre aussi que pour gérer cela, c'est un facteur de ralentissement aussi. Donc les difficultés sont multiples et ce n'est pas simplement une question de difficulté financière. Bon, nous au niveau du gouvernement et du conseil militaire, l'engagement, c'est qu'il faut gérer ces difficultés, mettre à profit les facteurs que j'appellerais d'accélération, essayer d'arrondir les angles au niveau des facteurs de complication. L'état d'esprit des Tchadiens aussi nous a beaucoup facilité les choses. Malgré nos divergences, on a compris que personne ne conteste la nécessité du dialogue. Ma question est relative à l'amnistie. Alors, de façon brève, je voulais savoir, on a parlé du retour et de la participation des fils et des filles du Tchad qui sont exilés à l'étranger et des mouvements politico-militaires. Alors, de façon brève, j'aimerais savoir si ces acteurs-là ont posé des conditions pour leur probable retour. Et si oui, c'est lesquelles?
Poser des conditions, c'est un peu excessif, mais comme vous l'avez certainement suivi, le CTS a sillonné un certain nombre de pays pour aller à la rencontre et engager les premières discussions avec nos compatriotes. Et à cette occasion, ces frères qui sont en exil depuis plusieurs années ont plutôt sollicité quelques garanties. Et parmi ces garanties, il y avait l'engagement du gouvernement et du Conseil militaire de transition à procéder à un effacement des condamnations judiciaires qui ont été prononcées à un moment donné à leur encontre. Ce qui, de notre point de vue, va de soi. Et pour faire montre de sa bonne foi, de sa bonne volonté et conformément au message à la nation adressé par le président du Conseil militaire de transition, les gouvernements, via les ministères de la Justice, préparé les 2 projets de loi qui ont été soumis au Conseil des ministres hier et adoptés avant leur transmission au Conseil national de transition. Donc pour répondre clairement à votre question, des conditions non, des garanties oui, ce qui n'a rien d'étonnant. Et le président du Conseil militaire de transition a réalisé à travers ces 2 projets de loi. Ma question s'adresse au ministre d'État chargé du dialogue national. Le ministre vient de parler du vrai dialogue entre les Tchadiens. Et pour ce vrai dialogue, il faudrait prendre toutes les propositions en compte. Plusieurs voix se sont levées pour exiger la révision de la charte. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Même des manifestations ont été organisées. Alors, pourquoi cette charte-là n'est pas révisée jusqu'à aujourd'hui? Que rassurez-vous aux Tchadiens? Vous êtes mieux placé, monsieur le ministre d'État chargé du dialogue national. Merci. De toute façon, c'est une question de démarche. Il y a eu des revendications, soit par les manifestations, soit par des pétitions autres, et qui ont adressé, moi j'appelle ça des injonctions au pouvoir. Réviser la charte. On nous a même demandé de dissoudre le CODNI, en refaire un autre, sans compter ceux qui demandent même la décision du gouvernement. Mais une question de démarche. Nous, dans le cadre de... Nous ne pouvons pas dire parce qu'il y a tel groupe qui a revendiqué telle chose, authentiquement, il faut aller dans ce sens. Et si un groupe fait une demande contraire. Donc nous avons pris en compte tout cela et nous avons mis ça dans les questionnaires que nous avons adressés dans les consultations. Et parmi ces questions, il y a la question des institutions et la question de l'État. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Il y a eu des propositions dans ce sens. Et nous sommes en train de synthétiser et nous avons le poser sur la table de la discussion. Maintenant, dans la pratique, les mêmes qui demandent que la charte soit révisée tout de suite, les mêmes disent que le gouvernement ne doit prendre aucune mesure, il faut que ce soit le dialogue qui le prenne, y compris même pour le CNT. Donc on ne peut pas réagir de façon médiatique au coup par coup. Mais nous tenons compte de tous ces éléments et nous allons les présenter de façon organisée. Et là, je tiens à rassurer les uns et les autres en rappelant la phrase du président du Conseil militaire de transition où il a dit toutes les voix doivent s'exprimer et il n'y a pas de sujet tabou. Tout cela est pris en compte, ce sera discuté, mais il faut se rendre compte que quand vous faites une proposition, que le résultat final, c'est là le résultat des échanges.
Sinon, on va rentrer dans un cycle de revendications, etc., qui sera un peu difficile à gérer. Donc, la démarche est en cours, et le débat sera posé et ce sera tranché. Je voudrais, si vous le permettez, rajouter sur cette question qui revient souvent dans les conférences de presse. Je voulais simplement dire qu'il est utile d'expliquer ce que c'est que la charte. La charte fait office de constitution dans la mesure où la constitution, après les événements passés, a été suspendue. Cette charte permet de mettre en place des organes provisoires. Cette charte a une durée de vie théorique de 18 mois. Après les 18 mois, des institutions nouvelles, probablement issues du suffrage universel, c'est-à-dire une nouvelle constitution, sera mise en place. La question prioritaire aujourd'hui n'est pas de savoir s'il faut réviser ou pas la charte. La question prioritaire, c'est de savoir est-ce que le dialogue que nous envisageons, le dialogue que nous voulons mettre en place, le dialogue que les Tchadiens attendent, est un dialogue crédible. Sur ce plan, nous répondons oui. Le processus de dialogue que nous mettons en place est un processus crédible. Est-ce qu'il appelle l'adhésion de l'ensemble des Tchadiens? Nous disons oui. L'ensemble des forces politiques qui ont été par le passé légitimées par le suffrage universel, l'ancienne majorité, l'ancienne opposition, sont tous réunis au sein du dialogue. Le propre adjoint du ministre d'État, c'est M. Saleh Kebzabo, qui a été longtemps chef de file de l'opposition. Donc, l'ensemble des acteurs politiques tchadiens sont d'accord pour que nous avançons vers un dialogue inclusif, réel, qui mette en place des institutions démocratiques. Maintenant, la question de la révision de la charte est même complètement dépassée. Les institutions prévues par la charte ont été déjà mises en place. Nous avons un parlement provisoire, le Conseil national de transition, qui fait office de parlement, est déjà mis en place. L'ensemble des forces politiques crédibles, légitimées, comme je l'ai dit, par le suffrage universel, font partie de ce parlement provisoire. Donc cette question n'a pratiquement plus d'intérêt. Et nous souhaitons que les questions qui se posent à nous soient des questions qui se tournent vers le dialogue, sa sincérité et sa crédibilité. C'est une question qui a son importance, elle est récurrente et elle trahit une certaine méfiance ou du moins des interrogations sur les intentions du gouvernement ou bien du CMT par rapport à la charte. Mais en vérité, moi je vous renvoie à la question. Nous sommes en plein processus de préparation du dialogue, dialogue qui sera habilité à prendre les grandes décisions pour l'avenir de notre pays. Dans cet intervalle de temps, qui doit changer ou qui doit réviser, qui doit modifier la charte? Si le gouvernement prend l'initiative en ce moment précis d'engager une révision de la charte, vous-même vous allez nous le reprocher. Vous allez dire que le dialogue est vidé de sa substance avant même qu'il ne se tienne. Donc, c'est une question de démarche et la question de la charte n'est absolument pas une question taboue. Ni pour le gouvernement, ni pour les CMT. Et certainement, elle va revenir au moment du dialogue. Et s'il faut réviser la charte, c'est en ce moment-là que les décisions seront prises. Mais nous ne pouvons pas agir par anticipation pendant qu'une structure a été mise en place pour organiser les dialogues. J'aimerais une précision sur l'amnistie générale. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur la liste, si elle contient des chefs, des responsables politiques communautaires, notamment Mahamat Nouri, Timan Erdimi, Tom Erdimi, voilà, qui est sur cette liste? Bon, je ne sais pas si il est utile de vous lire toute la liste. De toute façon, je ne l'ai pas en tête. Mais
dans ces projets de loi, il y a, dans les 2 projets de loi, au total, il y a plus de 300 personnes qui sont concernées par l'amnistie. Tous nos compatriotes qui ont été impliqués, surtout dans les événements de 2005 jusqu'en 2019 à peu près, qui ont été poursuivis et condamnés avec, je crois, une décision de la Cour d'appel en 2019, figurent sur la liste. Donc, une fois que le projet de loi passera devant le Conseil national de transition, que la loi sera promulguée, la liste, bien évidemment, sera rendue publique. Juste à vous apporter une précision, nous sommes encore à un projet de loi. Ce projet de loi, comme l'a dit le ministre de la Santé, sera soumis au vote du Parlement. Mais d'ores et déjà, on peut vous dire que la philosophie de cette amnistie, c'est toutes les personnes condamnées, je dis bien condamnées, après l'ordonnance 19 de 2018, ces personnes seront concernées par cette amnistie. Mais comme l'a dit le ministre, on ne peut pas vous donner des détails d'un projet de loi qui n'est pas encore voté. Ma question s'adresse au ministre d'État, chargé de la réconciliation nationale. Monsieur le ministre, vous qui êtes témoin des histoires tumultueuses de notre pays, vous avez vécu et vous êtes revenu, vous êtes reparti, vous êtes revenu, vous êtes reparti pour une raison ou pour une autre. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de ce département pour pouvoir réconcilier les Tchadiens. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette réconciliation nationale par rapport au précédent régime qu'a connu le pays? Concernant l'amnistie, il y a aussi parmi les exigences des politico-militaires, ils ont demandé la restitution de leurs biens saisis par l'État. Vous avez amnistié, oui. Ils sont habillés, mais ils sont sans chaussures, sans bonnet. Est-ce qu'il y a encore un autre projet de loi qui sera adopté pour que les biens de ces personnes soient restitués? Concernant la particularité du processus actuel, un processus très particulier, mais je dirais inédit ou unique, pour 3 ou 4 raisons. La première raison, évidemment, c'est le facteur déclenchant. Les transitions, les dialogues, on les a connus au Tchad, on les a connus en Afrique. La première phase, c'était le passage du parti unique au multipartisme. Tout le monde est passé par là. Et on a connu une deuxième phase avec ce qui s'est passé dans certains pays frères, où des crises électorales ou des crises sécuritaires ont amené à poser la question de la transition. La spécificité du Tchad, c'est que c'est en dehors de tout cela. C'est le fait que la mort du chef de l'État, les armes à la main, événement unique au monde, si je peux dire, et dans un contexte où on venait de faire les élections, mais où les résultats n'étaient pas encore officialisés constitutionnellement, et dans un contexte de guerre. Donc ça, le facteur déclenchant est quelque chose vraiment d'unique et du jamais vu. La deuxième particularité, c'est le contexte national, avec les évolutions que nous avons connues. De plus en plus, il y a des phénomènes qui n'existaient pas avant, qui existaient à basse température, si j'ose dire, et qui sont devenus vraiment des principaux obstacles. 2 phénomènes particulièrement. Les conflits ruraux, que moi je refuse d'appeler conflits intercommunautaires, parce que je vois en quoi les communautés ont des problèmes entre elles, c'est des conflits locaux, et qui, avec la multiplication des armes et la porosité des frontières, deviennent de plus en plus sanglants. Et l'autre facteur aussi, qui est quand même une nouveauté, c'est la question massive du chômage des jeunes sans emploi. Vous savez, 70% de la population a moins de 30 ans, c'est-à-dire que à la conférence nationale de 93, ils n'étaient pas nés ou ils avaient 2 ou 3 ans. Le troisième facteur nouveau,
évidemment, c'est le contexte régional. Il y a quelques années, on ne pensait pas que la Libye allait être détruite, que ça allait être un marché d'armes à ciel ouvert et que les groupes allaient essaimer à partir de là-bas jusqu'à atteindre la côte atlantique ou l'est de la République démocratique du Congo ou même de Mozambique. Donc il y a ce contexte de métastase de groupes anarchiques, terroristes, armés, trafiquants, autres, qui fait que vraiment la stabilité des États et de la région elle-même est devenue une question vraiment très très précise. Donc tous ces éléments n'existaient pas. C'est pour ça que nous pensons que la réponse doit être originale. Le débat de savoir s'il faut refaire une CNS ou bien un forum qu'on a fait en 2018, ça ne se pose même pas. Nous avons une situation inédite, nouvelle, à nous d'imaginer les outils, les approches et les solutions inédites forcément qui seront adaptées à cette situation sur la base du principe du consensus et du dialogue pour arriver au bout de tout cela, de tourner la page de la violence politique. Parce que c'est ça le problème de fond. Ça, c'est pour répondre à la particularité du processus et je dois avouer que nous tâtonnons tous, hein, il faut le reconnaître, hein, parce que personne n'a prévu cette situation, ni ces phénomènes que je viens de décrire. Et c'est normal que vraiment il y ait beaucoup de dissonances et d'impatience et de divergences, mais avec la volonté de résoudre nos propres problèmes par le dialogue et d'arriver à des sorties par le haut, nous sommes convaincus que nous y arriverons. Et l'attitude des Tchadiens après la mort du maréchal et l'attitude que nous voyons actuellement où chacun s'exprime est pour nous déjà le principal gage que nous sommes sur la bonne voie. Par rapport à la deuxième question, je ne voudrais pas anticiper d'autres décisions à venir du gouvernement. Pour répondre à votre question, je dirais simplement qu'on doit procéder par étapes. La première étape, c'est de consacrer l'amnistie générale, qui porte exclusivement sur les condamnations pénales et non civiles. Et puis, dans un deuxième temps, la question de la restitution des biens sera réglée par les instances gouvernementales. Ce qui est sûr, et ça c'est le message de hautes autorités de la transition, quand nous sommes engagés dans un processus de réconciliation sincère, aucun obstacle ne doit être maintenu pour retarder ou pour susciter des doutes sur la crédibilité de ces processus. Donc à partir de là, vous allez suivre l'actualité, les actions du gouvernement et vous serez informé à temps des décisions qui seront prises à ces propos-là. Ma question au ministre chargé de réconciliation est de savoir, d'avoir sa réaction sur des critiques au sujet des conclusions des préforums qui ont été organisés ici à N'Djamena et ça et là dans les provinces. Plusieurs voix se sont levées pour dénoncer les conclusions de ces forums qui ont été tripatouillés. Si ces critiques venaient des regroupements comme Okitama ou encore des opposants, vous allez peut-être dire que ce sont des gens que vous connaissez déjà leur position. Mais que des critiques de ce genre qui viennent des organisations sérieuses comme l'Ordre des avocats ou l'Union des journalistes tchadiens qui ont pris part à ces préforums, notamment de N'Djamena, dont la plupart des participants ont opté pour la forme fédérale de l'État. Mais à leur grande surprise, les conclusions ont été modifiées avant d'être rendues publiques. Quelle est votre réaction? Est-ce que va-t-on vers un dialogue sérieux avec de tels comportements? Bon, tout d'abord, le rôle du ministère de la Réconciliation ou du contenu, ce n'est pas de polémiquer avec les uns et les autres. Nous sommes en conflit avec personne en tant que ministre. Ce qui s'est passé, c'est qu'après les consultations, on a eu quelques cas à N'Djamena, une organisation, à Béché, une association de jeunes,
et je crois dans le Mandou, des organisations précises, en disant que ce que nous avons dit dans les réunions, c'est pas ça qui a été retenu. Mais on peut le compter des organisations très précises. Maintenant, ce n'est pas très important, parce que il n'est pas question de décider du sort de l'État dans ces dialogues. Et sur la question de la fédération, ce n'est pas une nouveauté. Nous, dans les questionnaires au niveau de Cotonou que nous avons envoyés, parmi les premières questions que nous avons posées, que pensez-vous de la forme de l'État? Mais on veut à tout prix montrer qu'il y a des gens qui ça gêne, il y a des gens qui ça gêne pas, etc. C'est nous qui avons posé le problème dans les questionnaires, comme les autres questions. Que vous pensez des forces de défense et de sécurité? Qu'est-ce que vous pensez des droits de l'homme? Qu'est-ce que vous pensez des conflits ruraux? Qu'est-ce que vos propositions? Donc, c'était un débat tout à fait normal, mais une volonté de polariser coûte que coûte, pour dire qu'il y a les pour, il y a les contre. Donc, la question maintenant, ce n'est pas trancher ceux qui sont pour telle ou telle solution, c'est d'écouter les points de vue. Mais il y a eu des erreurs qui ont été faites, à mon avis. Par exemple, quand certaines questions n'ont pas fait de consensus, on a dit il faut voter ou prendre la tendance dominante. Ça, ce n'est pas une bonne méthode. Mais les gens l'ont accepté. Parce que ce n'est pas dans ces pré-dialogues-là que les gens vont déterminer le sort de l'État. On ne peut que recueillir des idées. Ça, c'est peut-être notre faute, où on n'avait pas dit au départ qu'il ne faut pas passer au vote ou chercher, recueillir les points de vue en disant voilà, il y a la tendance générale, c'est ça, et d'autres pensent comme ça, etc. Nous, c'est de recueillir toutes les voix. Mais ces critiques qui ont eu lieu, bon, ça ne met pas en cause l'ensemble, c'est des choses très limitées, parce que les gens pensent que dans les conclusions, qu'on n'a pas encore synthétisées, hein, il fallait dire que dans telle concertation, dans telle région ou dans telle localité, la majorité veut telle ou telle solution. Ce n'est pas ça la préoccupation. Mais les points de vue, tous seront répertoriés, et c'est le débat qui va trancher tout cela. Et je vais plus loin. Il y a des contributions qui ne sont même pas passées par le processus de pré-dialogue. Ils nous ont envoyé un document avec leur conception sur les différentes questions. Tout cela sera pris en compte dans les débats. Donc il faut seulement se mettre dans la tête que nous sommes dans un débat, et non pas de chercher à prendre le dessus pour telle ou telle chose. Nous n'avons pas le droit de le faire. Nous recensons toutes les questions au niveau de Cotonou, et les dialogues va discuter. Bon, nous, on pense qu'on va arriver plutôt par des solutions consensuelles, et que le vote va plutôt porter sur les questions de procédure ou de calendrier et de modalités. Mais sur les questions qui participent de la destinée du peuple qu'il faut construire ensemble, nous allons plutôt cultiver le consensus. Après débat difficile s'il le faut, mais à l'arrivée, pour que personne ne se sente frustré. Je voulais juste faire une précision. Le CODNI, c'est un comité d'organisation du dialogue. Son rôle, comme l'a si bien rappelé le ministre d'État, son rôle est de recenser les sujets qui vont être débattus au sein du dialogue. Il faut éviter de faire le dialogue avant l'heure. Il faut laisser le dialogue national inclusif s'accaparer de tous les sujets de la vie politique, tous les sujets de la vie sociale, et pouvoir les poser pour que les Tchadiens puissent dialoguer. La question du fédéralisme a été posée et fait partie des sujets qui vont être, du moins la forme de l'État sera débattue. Le problème de la fédération n'est absolument pas un problème tabou. C'est une forme d'organisation de l'État. Il y a des gens qui l'approuvent, il y a des gens qui ne l'approuvent pas. Il y a des gens qui sont pour l'État unitaire, d'autres pour l'État fédéral. Et ce n'est pas la première fois. Vous étiez peut-être jeune, mais à la conférence nationale souveraine auquel nous avons participé, la question de la fédération a été posée, débattue et qui n'a pas été retenue. Peut-être que dans le nouveau dialogue national inclusif, la question de la fédération sera retenue. Prenons notre temps et soyons sereins vis-à-vis de ce dialogue. Tant que nous n'allons pas à ce dialogue de manière apaisée, avec un esprit constructif,
nous ne réussirons pas. Ce n'est pas un dialogue qu'on doit ne pas tenir parce qu'on n'a pas d'argent. Le dialogue, c'est d'abord pour nous, pour l'avenir de notre pays, pour la postérité, pour l'avenir de notre jeunesse. Ce dialogue est important, il est primordial. Chacun de nous doit apporter sa pierre pour que ce dialogue soit une véritable réussite. Il ne s'agit pas d'un référendum. Comme le ministre d'État l'a dit, c'est peut-être au plus un sondage, une opportunité donnée à tous les Tchadiens de pouvoir exprimer leurs opinions suivant les questionnaires qui leur a été posés. Maintenant, le sujet sur la fédération, il a occupé, on va dire, tous les débats sur les réseaux sociaux et même y compris dans les pré-dialogues. Moi, je pense que c'est encourageant pour ceux qui sont mobilisés pour la réussite de ces dialogues. Donc, les rapports qui ont été adressés par les différentes provinces, ils ont été exploités par les CODNI, par les sous-comités thématiques, y compris les nôtres qui travaillent sur la Constitution, justement sur la forme de l'État. Nous avons fait des synthèses et ces travaux vont être exposés, vont être présentés aux participants du dialogue. Et les décisions finales reviendront à ces dialogues-là. Donc, si les craintes qui sont exprimées, c'est de dire, bon, d'emblée, il y a des options qui sont entérinées sur la forme de l'État, je pense que ces craintes ne sont pas fondées. Il n'y a pas de décisions qui seront prises avant la fin du dialogue. Et ça devrait rassurer tout le monde. Maintenant, voilà, avec beaucoup de passion, avec des arguments affûtés, que les Tchadiens discutent, que les Tchadiens s'opposent sur la forme de l'État, moi je pense que c'est un bon signe pour le futur dialogue. يعني على حسب الميثاق الانتقالي فإن المرحلة الانتقالية حددت ل18 شهرا. وفي 18 شهرا ده يتم تنظيم حوار وطني شامل، تنظيم استفتاء وانتخابات. والآن مضى قرابة 7 أشهر وما فوق. يعني وبالنسبة لتجهيزات الحوار فإن كل الملتقيات التمهيدية في الداخل والخارج يعني تمت بنجاح. يعني الآن الشيء المانع من تنظيم الحوار في وقت المحدد، يعني أسئلتي في الحوار في وقته المحددة، يعني يمكن السيد الوزير يعمق لنا فيها أكثر مع الأخذ بالاعتبار الاقتراحات التي قدمت في الملتقيات التمهيدية. وشكرا. على أي حال اللجنة التنظيمية للحوار مهمتها هي تتوقف على تقديم تقرير نهائي للجهات العليا، ونحن حاليا في المرحلة الأخيرة لصياغة هذا التقرير بعد إجراء المشاورات الإقليمية. أما بالنسبة للمدة الزمنية أو الجدول الزمنية المحدد فهذا يرجع للحكومة. نحن كلجنة أو كوزارة ما علينا أن نقترح. نحن في هذه المرحلة لنا كل المعطيات لنقدم مشروع جدول زمني قريب وسهل التنفيذ، لكن الأمر النهائي يرجع إلى الحكومة والمجلس العسكري لاستدعاء لهذه الحوار، لأن هذا الأمر مربوط بعناصر أخرى، منها إكمال الاتصالات والتفاهم مع المجموعات المسلحة، وهذا العنصر ليس في يدنا نحن. منها الترتيبات التنظيمية، لأن ما بين تقديم التقرير النهائي ونحن في الخطوات الأخيرة كما أسلفت، والدعوة بالتاريخ والمكان والزمان لهذا المؤتمر، هناك حامز زمني متعلق بالترتيبات البروتوكولية الإسكان، وإلى جانب طبعا الناحية الصحية في جو الاستنفار
لمواجهة جائحة كورونا، فنحن حاليا بصدد تقديم اقتراح عملي للحكومة، لكن يرجع الأمر للجهات العليا لإقرار التاريخ النهائي. إذن باختصار نحن حاليا نقول إنه المعطيات مجتمعة وموفرة لأن نتخذ قرار، لكن القرار ليس بيدنا نحن. أنا سؤالي للوزير الصحة. وزير الصحة، هناك عفو وحاليا يقدم القانون للبرلمان، فبين هؤلاء مثلا السياسيين أو العسكريين هناك ناس مرضى، الناس مردانين. هل هناك في ترتيبات أساس هؤلاء المرضى؟ في ناس مردانين مثلا عقليا، في جسديا، أهلهم بشكوا، فهل هناك في ترتيبات أساس يمشوا يعالجوا في الخارج أو يعالجوا هنا؟ فإذا كان يمشوا يعالجوا في الخارج كذلك يأخذ مدة، أساس يأخذ مدة، فالحوار يكون يؤجل لقدام. فهل هناك في علاج في الخارج؟ وسؤالي آخر بالنسبة لوزير الإعلام، بالنسبة أنت قلت ما فيش هناك سؤال تابو زي ما تقول بالفرنساوي، سؤال ممنوع، لكن أثناء الحوار أو استعدادات الحوار لم نسمع عن بعض الناس الذين اختفوا مثلا، اختفوا كده مثلا في ظروف غامضة. في بعض الناس حتى الآن الحكومة لم توضح أنهم مثلا ماتوا أو مسجونين، أسرهم تطلب ذلك، أظن يعرفوا. فإذا كان الحوار يكون حوار صريح، ما فيش حد عنده شيء في قلبه، لازم يكون الحكومة كذلك توضح لهؤلاء الأسر أنه أهلهم إما ماتوا ينسوا الموضوع، أو يقول لهم هؤلاء مسجونين فنستطيع نحاكمهم. ناس كان قاعدين مسجونين ولا عفو العام هم كله يخصهم، ما هو يفكهم، كان فكهم تو هم ما يمشوا يعالجوا نادم ولا يقدر يدارهم، كان نادم بدور بيسافر من عفو ده. دوك عندهم أهلهم هم عندهم ما يكون إمكانيات هنام، كان عندهم بدوروا بيسافروا العفو الهجام بطل نادم بحج كلامهم ما يسافروا مش مواطنين الآخرين. لكن ده سيد الوزير ده ما يؤثر في يأجل الحوار يبقى قدام، ممكن علاجهم يشيل شهرين 3 4. لا ولا عنده أي علاقة. نادم كان مسجون وعفو خلوه فكو، ولا شرطا هو يجي يحضر في الحوار، وشان نفر واحد نفرين ما ممكن أن تأجل الديالوج ده لمدة أنا شهر شهرين، ما عنده أي معنى. دوك ما عنده علاقة. أول حاجة أي تشادي، أي مواطن عنده حق يسأل يطلب الحالة حق زولا، كان ميت كان ما ميت، يعرف مكان مسجون وأي حاجة، وده يقدر يمشي للجستيس يسأل يقول أنا زودي ده كربوه في معركة كده وما عارفين حي ولا ما حي، يكتب لوزارة الدفاع. حاليا هنا ده أنا الكلام ده ما نقدر نرد لك، عشان في ناس كتير ناس جو طلبوا من السلطات يدوم تفاصيل بالنسبة لناس مسجونين، ناس كربوهم مسجونين في الحرب وشنو الحيين. المنظمات حق حقوق الإنسان مشوا شافوهم وسووا ليستنا الناس. عندنا جستيس في تشاد، عندنا سلطات في تشاد، الزول ده خليه يكتب، ممكن يكتب طوالي للرئيس الجمهورية، عنده حق مواطن يكتب طوالي لرئيس الجمهورية أنا زودي فلان كذا كذا وما عارفين مكانه ونطلب منا تديني رد يا سيد الرئيس، بس هو رئيسه. دوك ما عنده مشكلة، الكلام ده ما عنده مشكلة، ده ما كلام تابو زي انت تقول قبل. أنين أي وقت زول طلب يطلب يعرف صور هذا نادم كربو ده، حتى الزول المسجون ده كان كربوه ببندق مسجون ذاته ما عنده حق، عنده حق. الحقوق الإنسانية تديه حق، هو قضيته حق شال بندق ده، القضية ده جستيس تشيلها تقدر تحكم له فوقها. مقايد حي ولا ما حي ده كلام تاني، ده دخل في حقوق الإنسان، ده ما عنده مشكلة. بالنسبة للحكومة ده أننا ما عارفين شغل زي ده ما قاعد نعمله، نادم يكربوه في حرب ويقتلوه ولا يودروه، ده
نهاية ما طلع في حكومة هنانا وما طلع في مرحلة اللي نحن ماشيين فوقها. La conclusion qu'on peut tirer, c'est que le gouvernement actuel fait ce qu'il peut pour unir les Tchadiens, rassembler les Tchadiens dans un dialogue véritable. Ce n'est pas facile quand on voit notre histoire. Ce n'est pas facile, après avoir connu les événements douloureux que nous avons connus cette année, de venir prendre tout de suite une décision historique d'amnistie des personnes qui ont mis en mal les institutions de la République. Cela démontre la volonté du Conseil militaire de transition et de son président de vraiment tourner la page. Et l'appel que le gouvernement peut lancer à tous les intellectuels tchadiens, à tous les Tchadiens, c'est de se rassembler autour de ce dialogue. Chaque personne a sa place. Il n'y a pas de personnes qui seront mises de côté. On est allé chercher même les politico-militaires qui ont les armes à la main. Combien de fois nos propres compatriotes de l'intérieur qui ne font que contester de manière démocratique. Eux-mêmes, ils ont leur place dans ce dialogue-là. Même s'ils font des manifestations, s'ils contestent, c'est un droit constitutionnel qu'ils ont. Ça fait partie de leur liberté. Nous tenons à réaffirmer cela. Ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de donner leur opinion. La seule chose dont ils n'ont pas le droit, c'est de violer la loi. Nous devrions tous veiller à ce que la loi soit respectée. Et si la loi est respectée, les manifestations peuvent se passer de façon sereine. Nous sommes l'un des rares pays d'Afrique qui autorise les manifestations de rue. Il faut se féliciter de ça. Il faut se féliciter du fait que c'est pratiquement pour la première fois dans l'histoire de notre pays, dans notre histoire tumultueuse, que des manifestations soient organisées et qui se passent relativement bien. Il faut d'ailleurs féliciter les manifestants eux-mêmes de jouer le jeu. Qu'il y ait des débordements, ça fait partie du jeu démocratique. Nous essayons de maîtriser cela le plus possible. Mais la seule chose que nous demandons, unissons-nous, rassemblons-nous, construisons ce Tchad. Personne n'a le monopole du patriotisme. Personne n'a le monopole de l'intelligence. Nous aimons tous ces pays et nous voulons le meilleur pour ces pays. Je vous remercie au nom de mes deux collègues et je vous souhaite une bonne journée. Nous nous retrouverons probablement le mois prochain et à bientôt.